Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et le face-à-face, effectivement, c'est avec Lucien, c'est avec Xavier Laurent Salvador, hein, c'est bien ça? Oui, Xavier Laurent Salvador, auteur de Petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke aux éditions du CERF. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Alors, je vais vous dire, quand j'ai reçu ce livre de Xavier Laurent Salvador, je me suis dit, petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke. Ils sont pas woke dès l'enfance, mais ça veut dire enfance, adolescence, etc. Et c'est vrai qu'on imagine un peu quand un jeune ado revient là, après avoir écouté un bon cours, de bon wokisme comme ça, comme on les aime, se dit, papa, tu n'es pas assez déconstruit. On aimerait que tu sois plus déconstruit. Et maman, tu es trop femme. Qu'est-ce que tu attends pour devenir transgenre? Alors évidemment, ça fait une espèce d'émoi, j'imagine, chez les parents, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio. Vous devez peut-être avoir de temps en temps quelques chocs. Eh bien, le livre de Xavier Laurent Salvador répond, c'est le Malais et Isaac du wokisme à l'usage des familles interloquées. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, Xavier Laurent Salvador, d'abord, franchement, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire quelque chose comme ça? Ou encore, vous ne cédez pas à la vague immense et progressiste du wokisme? Je suis confronté dans l'université à pas mal de choses qui m'ont depuis maintenant plusieurs années amené à avoir envie peut-être de faire ce petit... Alors j'aime bien l'expression du Malais Isaac Béjean du wokisme, parce qu'on avait fondé cet observatoire du décolonialisme qui continue, si vous voulez, de poser un regard très analytique. Et vous êtes prof d'université aussi. Je suis prof d'université, enfin maître de conférence. Oui. Et évidemment, quand on a un regard universitaire sur ce qui se passe, on se rend bien compte que derrière l'université, c'est la question de l'école qui se dessine très vite, et qu'avec les questions du wokisme, à un moment, j'avais des confrontations, des retours de parents qui me disaient mais qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu? Et qu'est-ce que je peux répondre? Donc évidemment, à un moment, on se dit mais moi je vois ce qui se passe dans l'université, j'ai un regard, je connais le lien qu'il y a entre l'université et l'école, par exemple. Et je disais mais c'est vrai que mes copains de classe qui ont été élevés dans l'école de l'école laïque et universaliste ne peuvent pas comprendre une société dans laquelle on classe les gens par leur couleur de peau, une société dans laquelle on classe les gens par leur genre, voire par leur sexe, et qu'il y a peut-être un moment où, si on doit prendre des décisions politiques, parce que l'actualité politique aujourd'hui, elle est façonnée par en partie cette idéologie-là, eh bien il faut peut-être se doter d'outils pour comprendre, ou au moins essayer de se dire je peux comprendre. Et on voit bien aujourd'hui que ça n'est pas qu'une mode. Donc voilà, j'avais envie de participer un peu à ce débat-là d'une manière qui soit plus simple, plus claire, plus productive. Pédagogique, quoi. Pédagogique. Vous dites, voilà, vos enfants arrivent, vous disent ça et ça et ça. Comment, d'ailleurs, vous dites à chaque chapitre comment répondre. Alors, on va en parler, là, c'est très intéressant. Merci. Mais d'abord, il y a quelque chose, vous parlez de ça et vous dites quand même et c'est très important parce qu'on en parle assez peu, ça, le wokisme, ça rapporte quand on veut avoir une bonne place, quand on veut avoir une bonne chair, quand on veut faire son trou dans le fromage éducationnel, c'est pas mal comme voie d'accès. Expliquez-vous. Ah oui, aujourd'hui, la différence, si vous voulez, souvent on nous dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Ça n'est qu'une mode, ça passera. Je pense que la grande différence, par exemple, entre le maoïsme et ce mouvement woke, enfin les théories du genre et de la race, la théorie critique de la race qui est enseignée aux États-Unis, c'est un enjeu de manualistique, de production, de chair. Derrière les chaires, ce sont l'encadrement de doctorants. Derrière l'encadrement de doctorants, c'est la possibilité peut-être d'accéder au concours, c'est-à-dire de pouvoir créer des postes de concours pour ces doctorants, de pouvoir créer des chaires qui vont dans ce sens-là. Dans l'université, moi aujourd'hui, j'enseigne encore l'ancien français. C'est une matière, j'ai déjà écrit pour dire que c'était une matière qui est un peu en péril. Mais elle est en péril non pas parce que les gens ne s'intéressent plus à l'ancien français, mais parce que tout simplement la place qu'occupe l'ancien français aujourd'hui dans le système éducatif s'effondre. C'est une place convoitée. Parce qu'elle est présente dans les concours, parce qu'elle forme les enseignants, parce qu'elle forme les étudiants, et que derrière ça, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent à l'Europe pour financer ces sujets de recherche. Important de rappeler ça, oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on finance la recherche, c'est l'Europe qui finance la recherche en France. Et elle le fait par des orientations. On dit aux gens, eh bien, ou tu continues avec tes 500 € annuels, ou bien on t'en donne 350 000, mais tu cherches dans cette direction. Ah oui, ils peuvent dire aller plutôt vers le wokisme et autres. C'est toujours incitatif. 15% de tous les budgets de la recherche aujourd'hui doivent être réservés à la promotion de l'égalité, de la lutte contre les inégalités. Donc tous les projets de recherche sont financés et à 15% doivent
aller en ressources humaines Ah oui, dans ce sens-là. obligatoirement. C'est une directive européenne sur le financement de la recherche. Donc, quand on parle d'argent, on parle de beaucoup d'argent institutionnel, de financement de projets. Et donc aujourd'hui, c'est sûr que quand vous êtes un enseignant-chercheur et que vous travaillez avec 1 000 € à l'année pour peut-être financer tous vos doctorants, votre laboratoire, toute votre recherche, vous travaillez sur Proust ou vous travaillez peut-être sur le monde médiéval, et vous voyez arriver cette possibilité de vous faire financer à 350 000, 450 000 € sur 5 ans ou 4 ans. Pour ces projets-là, vous trouvez le moyen, à un moment, de trouver la rhétorique qui vous permettra de vous inscrire dans cette dynamique-là. Donc, il y a une dynamique, une incitation financière derrière ça. Et qui est très forte aujourd'hui, qui est majoritaire. Oh oui, qui est majeure dans les disciplines de ce qu'on appelle LSHS, les lettres, sciences humaines et sociales, oui, mais qui commence à figurer partout. Comme je vous le disais, c'est une directive européenne qui s'applique à tous les projets de recherche. Donc, évidemment, on voit façonner. Pas besoin d'être Saint-Antoine pour céder à la tentation. Pas du tout, non. Bien au contraire. Alors justement, parlons-en effectivement de ce point de vue-là. Vous avez, alors j'ai lu par exemple, vous avez quelque chose de très intéressant. Merci. Alors il y a beaucoup de choses intéressantes, mais par exemple, vous dites ceci. À un moment donné, par exemple, voilà, je cite votre livre, encore une fois que je recommande. Tel autre met en avant son inventivité en accueillant un master en éco-poétique et création. Tel autre encore s'annonce comme la championne de l'éco-citoyenneté. Chacune d'entre elles se voulait hier exemplaire d'une exigence orthodoxie dans les parcours de sciences humaines ou sociales qu'elle proposait. Aujourd'hui, l'heure est à l'écologie humaine, considérée comme l'unique moyen de, entre guillemets, tout cela, changer le monde par la bienveillance. Alors, on finance les moyens de changer le monde par la bienveillance, c'est absolument, ça ? Absolument. Et alors, c'est même aujourd'hui inscrit comme une méthode d'investigation dans la recherche. On va parler, les étudiants vous parleront, par exemple, dans leur thèse. On avait fait le répertoire de ces choses-là sur le site de l'Observatoire, en disant, par exemple, qu'à travers la démarche de recherche, les étudiants cherchent à conscientiser. Alors la notion de conscientisation, aujourd'hui, pour le spécialiste du monde médiéval, moi je vous aurais parlé d'évangélisation, mais parlons de conscientisation, ça veut dire que vous enquêtez auprès de gens chez qui vous identifiez peut-être quelque chose d'intéressant dont il n'a pas conscience, et vous l'amenez finalement à prendre conscience du problème qu'il n'avait peut-être pas. Oui, c'est ça, oui. Alors évidemment, vous savez, c'est ce clivage narcissique que vous créez. C'est le bourgeois gentilhomme. Quand vous parlez ça c'est de la prose et ça c'est des vers. Ouais, je faisais de la prose sans le savoir. Il faisait du wokisme sans le savoir. Ici, ils sont conscientisés. Mais tout ça vient en fait d'une prise de conscience qui consiste en... Alors c'est en cela, si vous voulez, que moi je rejoins en partie ce que dit Jean-François Bronstein quand il dit que c'est une religion, le wokisme. Moi je dirais plutôt tendance à parler d'une secte. Vous savez, une secte, c'est 3 choses. La première chose, c'est le clivage narcissique. Tu n'es pas qui tu crois être. Tu te croyais français, tu n'es pas français. Tu te croyais étudiant, tu n'es pas vraiment étudiant. Quitte ton masque de la blanchité, quitte ton masque, rejoins ta vraie famille. Ça, c'est le deuxième temps, c'est le clivage social. Ta vraie famille, c'est nous. Nous sommes éveillés, ils ne le sont pas. Tu fais partie de la famille de ceux qui savent, tes parents ne sont pas éveillés, ne savent pas. Et le troisième temps, c'est la spoliation. Dans la secte, le troisième temps, une fois que vous êtes révélé à vous-même, on vous vole vos biens et vous les abandonnez à la communauté. Et on n'est pas encore à ce stade-là, quand même, dans le wokisme. Si, vous dites ? Alors, non, on n'en est peut-être pas au stade d'une conversion et d'une spoliation, mais la notion de communauté aujourd'hui, vous voyez, quand on parle d'une idéologie totalitaire, c'est parce qu'en réalité, on cherche à dissoudre la conscience de l'individu derrière une démarche communautaire ou communautariste. Et exact. En abandonnant, par exemple, son droit de vote individuel au profit de l'importance communautaire, en se confrontant à sa famille, à sa fausse famille, en quelque sorte, contre sa vraie famille, etc. Progressivement, la spoliation est symbolique, et je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas à l'heure d'un grand changement ou d'un grand bouleversement. C'est pour ça que les parents sont importants là-dedans. Tout à fait. Alors, Xavier Laurent Salvador, vous êtes prof d'université, vous êtes chercheur, vous avez fondé cet observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires, passionnant d'ailleurs. Est-ce que la France, aujourd'hui, elle est quand même pas au stade des États-Unis? Ou est-ce qu'elle va vers là? Est-ce qu'on est à quel stade on est par rapport aux États-Unis aujourd'hui? On est certainement en amont de ce que les États-Unis connaissent aujourd'hui, depuis Evergreen, depuis effectivement depuis le moment où la théorie critique de la race s'est implantée. On est sans doute aussi à un moment charnière parce que en grande partie les gens ne se représentent pas forcément que la façon que nous avons nous concevoir encore aujourd'hui ce que c'est qu'un parcours étudiant ou scolaire dans l'université d'il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui est en quelque sorte piloté, dirigé par l'Europe.
et que les institutions européennes... L'Europe a la mainmise, elle a le monopole de... Oui, la France, typiquement, aujourd'hui, on croit qu'on a... La France a laissé ses droits à l'Europe, de ce point de vue-là. Alors, je ne dirais pas qu'elle les a laissés, mais elle a délégué, c'est-à-dire qu'elle abonde, je crois, qu'à 14 milliards sur un fonds commun, elle met 14 milliards au pot commun, pour que l'Europe gère les orientations de la recherche. Nous, on croit qu'on est encore au plan quinquennaux façon Pompidou, où on dit, tiens, il faut travailler sur le cancer, on verra bien ce qu'il en sort. Aujourd'hui, nous, on a une politique incitative et l'Europe cherche à harmoniser, c'est son métier, d'harmoniser les systèmes, les parcours, qui, en grande partie en Europe, obéissent plutôt à la common law anglaise, plutôt qu'au droit continental. Donc, il y a évidemment aujourd'hui une rencontre qui se fait. Paradoxe intéressant quand l'Angleterre est partie. Absolument. Sans laisser d'adresse. Ça aussi, ça mérite quand même d'être commenté. C'est quand même pas mal. Et effectivement, et on voit arriver d'ailleurs tous ces gens qui luttent contre la décolonisation, pour le décolonialisme, qui aujourd'hui ne s'expriment plus qu'en globish ou en franglais, enfin bref, avec toute une série de concepts qui ne peuvent jamais n'être compris que parce qu'on parle anglais. Eh bien, on voit arriver aujourd'hui ce moment où d'un choix politique. Il faut que nos concitoyens comprennent que ce choix politique impacte les orientations de l'école de demain, de la recherche d'après-demain et de la République dans 20 ans. Et c'est aujourd'hui que ce choix se décide. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a tous le nez dans le guidon, on pense à nos enfants, déjà s'ils survivent jusqu'à demain et qu'on arrive à faire un plan, on est content. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que nous nous posions la question de manière informée. Et voilà, c'est pour ça que si ce choix doit être fait, qu'il soit fait en conscience par tout le monde, parlons-en. Bien sûr, voilà, que tout soit mis sur la table. Que tout soit mis sur la table. Ce qui n'est pas du tout le cas, on va continuer à en parler après cette petite pause avec François-Xavier Salvador, ce livre, Le petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkoff reçoit Xavier Laurent Salvador, auteur de Petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke, édition du CERF. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Si vous avez un enfant adolescent woke dans votre famille ou vous en rencontrez dans le parcours universitaire, on sera ravis d'entendre vos témoignages et d'engager une discussion avec Xavier Laurent Salvador, André Berkoff. Oui, j'allais vous dire, écoutez, vraiment, auditeurs, ne vous affolez pas. Si vous avez un enfant qui arrive et dit « Ouais, on est des privilégiés blancs », et en arrivant encore plus à l'heure du dîner, avant la télévision, on dit « Oui, je suis binaire. Tu entends, je suis binaire, et d'ailleurs, je suis content. Oui, je suis racisé. » Formidable. Ne vous inquiétez pas. On va en parler avec, comme on a commencé avec Xavier Laurent Salvador, mais vous avez vu le climat, comment on a commencé à mettre toute la machine en marche, et ça marche, et ça rapporte. N'oubliez pas, c'est très important, ça rapporte. Alors, justement, vous avez fait des chapitres, il y a énormément de chapitres sur tous les sujets de société et autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on entend un jour dans la bouche de votre enfant, de notre enfant, les mots de privilège blanc? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, Xavier Laurent Salvador. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on se rappelle que c'est quelque chose à rattacher aux théories critiques de la race, par exemple, et on essaye de comprendre ce que l'interlocuteur entend lui-même par privilège blanc. Une des choses qu'on nous oppose parmi nos collègues, parmi les intellectuels, c'est de dire « Ah non, mais la blanchité, ça n'est pas une question de derme, c'est pas une question de couleur, c'est une question de domination. » Évidemment, vous réactivez chez beaucoup de gens un imaginaire extrêmement nauséabond quand vous parlez de blanchité, d'écriture. Vous voyez, quand Frantz Fanon écrit Peau noire, masque blanc, quand Lilan Thuram écrit sur, justement, s'inscrire dans cette lignée-là en parlant du masque de la blanchité, pour beaucoup de gens, parce qu'il faut être très intelligent pour comprendre à quel point ça n'est pas une réalité dermique, vous réactivez un imaginaire de la race. Et il faut déjà s'assurer, en parlant avec un adolescent, qu'en prétendant défendre, lutter contre le racisme, il n'est pas en fait lui-même complètement victime d'un racisme profondément primaire. C'est profondément... Lequel? Celui qui consisterait à assigner les gens à une identité par leur couleur de peau. Par leur couleur de peau. Frantz Fanon conclut Peau noire, masque blanc en disant « Je ne peux pas me cantonner à une éternelle réactualisation de la lutte. Je dois me réconcilier. » C'est ce que dit Frantz Fanon. Et Frantz Fanon qui était un grand résistant, combattant, etc. Penseur, exactement, des grands penseurs justement du décolonialisme, mais qui a des pages magnifiques, notamment les conclusions de Peau noire, masque blanc, sur ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le sentiment
d'une réactivation. Vous parliez d'ISO tout à l'heure. Est-ce qu'on se rend compte à quel point on instille la violence et la révolte chez ces gens-là? Une fois qu'on est d'accord, une fois qu'on comprend bien que par privilège blanc, à mon avis, on a affaire à des gens qui ont un imaginaire bridé, qui sont en train, en fait, d'être victimes de racisme. Ensuite, on peut parler de la question du rapport de domination à dominé. Est-ce qu'aujourd'hui, être blanc, c'est être un dominant? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas moi, le capitalisme chinois, est-ce que l'extractivisme de Bolsonaro... Est-ce que le cultivateur de la Corrèze qui est blanc est privilégié quand il gagne 800 euros par mois? Est-ce que le SDF qui est sous son pont est un privilégié? Est-ce que le privilège, en tant que système, c'est-à-dire parler d'un privilège, vous voyez, d'un État qui serait systémiquement raciste, posons-nous la question avec notre adolescent de savoir si quand on dit que l'État est systémiquement raciste, est-ce qu'on n'est pas en train de dédouaner tous les racistes? Ils ne sont pas vraiment racistes puisqu'ils sont victimes d'un racisme d'État. Et est-ce que c'est bien ça que veut dire le jeune adolescent en révolte? Vous voyez? Est-ce qu'on est bien d'accord pour dire qu'en réalité, vous et moi, parce qu'on est universaliste, nous considérons que le racisme, c'est un problème parce qu'il y a des racistes et que les racistes doivent être combattus? Totalement. Et que ce n'est pas l'idée que l'État est raciste. Tous ceux qui disent race inférieure, race supérieure, etc., bien sûr que ce sont nos ennemis absolus. La classe plutôt que la race. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, quand on a affaire à des jeunes qui ne maîtrisent même pas tous ces concepts-là, qui parfois n'ont pas une très juste vision de l'histoire, on peut peut-être s'attabler 30 secondes pour voir si, quand on dit lutter contre le racisme ou lutter contre les racistes, on est bien d'accord sur le fait que nous luttons tous contre le racisme de la même façon. Et tous les racismes. Et tous les racismes, évidemment, puisque le racisme, comme nous le savons, enfin, je ne sais pas à ce moment où la Coupe du Monde a lieu à Doha, on va s'interdire de penser que le racisme n'est quand même pas l'apanage que de l'Occident. Rappelons les traites négrières, puisqu'on ne parle que d'une seule traite négrière, etc. etc. Au Mali, Traoré, grande famille de négriers maliens. Donc, si vous voulez, je pense que là-dessus, on peut entamer un dialogue. Je pense que les parents et les enfants sont d'accord pour lutter contre les racismes. Est-ce que nous mettons les mêmes réalités sous les mots? Ça reste à interroger. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que, contrairement à Fanon, on interdise la possibilité de réconciliation, le fait qu'on assigne les enfants à la révolte permanente en leur refaisant jouer systématiquement les scènes de révolte américaine, des Malcolm X, des Black Panthers, de Rosa Parks, etc. Est-ce que quelque part on n'est pas en train de créer une fracture idéologique et générationnelle? Mais écoutez, moi je donnais un débat, je me rappelle dans une université où j'étais, et on parlait de Black Lives Matter, les vies noires, évidemment. Et j'ai dit oui, mais bien sûr que Black Lives Matter. Mais j'ai dit, vous savez, il faut dire All Lives Matter, toutes les vies comptent. Et on m'a dit, mais ça c'est un slogan raciste. Effrayant. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait et comment ça arrive pour arriver, si je dis que toutes les vies comptent, j'ai même pas dit White Lives Matter, j'ai dit All Lives Matter. Absolument. Mais là-dessus, c'est là-dessus où on entend que la petite musique de l'histoire de France, en réalité, fait entendre un son un peu différent dans le concert des nations. C'est cette vision très protestante de l'assignation communautaire, identitaire, qui est façonnée peut-être par des imaginaires aussi qui hérités de la littérature anglo-saxonne, de la pop culture, etc., se heurte sans doute violemment à la culture universaliste, laïque, de la France. Et la France a construit toute son histoire justement sur la revendication d'indifférence. C'est parfois ce que j'arrive à dire à des étudiants qui viennent me voir en me disant « Oui, vous avez écrit le manuel, vous avez écrit sur le wokisme, vous avez écrit le sexe et la langue, vous avez participé à tout ça. » Oui, et alors on m'en fait le reproche, mais on me dit « Mais moi je suis. » Et moi je leur dis « Parle-moi de ce que tu sais, pas de ce que tu es. » Je réclame le droit d'être indifférent. Absolument. Et la culture française, cette culture laïque, qui fait entendre votre voix, All Lives Matter, c'est justement ce que parfois d'autres pays qui n'ont pas cette culture-là n'arrivent pas à entendre et croient faire leur grande conversion contre nous. Et c'est cette folie qui amène par exemple quelqu'un comme Pape Ndiaye à partir aux États-Unis et grosso modo expliquer que la France est raciste, la preuve, la laïcité. Oui. Et la preuve, c'est qu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, qui est une preuve absolue que la France pratique le racisme systémique. Oui, alors accessoirement, bien sûr. Oui, là, mais Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, pardon. Oui. À un moment donné, il faut arrêter de délire. C'est assez étonnant de penser que lui-même, qui s'est vendu comme le fruit de la méritocratie, on arrive à dire à la fin, je suis
aujourd'hui le fruit d'un État systémiquement raciste. Oui, mais écoutez, il a fait mieux quand même. Il vante la mixité partout et il met ses fils et ses enfants dans des collèges privés. Ah oui, c'est pas mal non plus, ça. Là, à côté, hein, il est pas mal. Et alors, dites-moi, l'idée, donc, je dis, alors, il y a là-dedans, auditeur Sud Radio, tout, la langue, la géographie, l'histoire, les sciences exactes, la biologie, la littérature. C'est vraiment très intéressant parce que vous abordez sous cet angle-là, à cette aune, le racisme, féminisme et islamophobie, le patriarcat. Alors, parlons du patriarcat, parce qu'on n'entend plus que ça aujourd'hui. Hein. Dès que vous dites un mot qui sort de la pensée balisée, hein, vous êtes, le patriarcat sexiste, bien sûr. Ah bah par définition. Oui, bien sûr, alors un patriarcat occidental. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le modèle de la famille occidentale qui est dépeint comme étant, parce que l'histoire nous l'a appris aussi, c'est quelque chose qui vient de loin, c'est ce que je raconte dans l'ouvrage. Et si vous voulez, quand on a un peu une culture, par exemple, marxiste, construite, on peut comprendre le trajet qui vient d'Alexandra Kollontai, qui elle-même décrivait, si vous voulez, le système capitaliste, en disant le système capitaliste ne peut vivre que parce qu'il y a le prolétaire, et le prolétaire ne peut être nourri que parce que le prolétaire du prolétaire, c'est la femme. C'est la femme, oui. Ça, c'est une histoire de classe. Ouais, et ça, c'est d'une intelligence rare, si vous voulez. Kollontai, grande femme. Grande femme, une très grande culture, et qui a su justement imposer cette vision d'une domination du capitalisme sur le prolétaire. Et là, ils font la même chose, vous dites, et là, c'est parce que le racisé est racisé. Mais ils ne le savent pas. Voilà, ils ne le savent pas. Et aujourd'hui, ils luttent contre le patriarcat, c'est-à-dire ils luttent contre le patriarcat de leurs arrière-arrière-grands-parents, et ils finiront par gagner sans doute, puisque leurs arrière-arrière-grands-parents ne sont pas là pour se défendre. On pourrait alors rappeler que le patriarcat n'est pas que blanc et occidental, qu'il existe encore des civilisations patriarcales aujourd'hui, et qui ne sont pas victimes d'une domination quand elles sont patriarcales. Absolument. Puisque finalement, c'est le discours qu'on nous oppose, en disant, ah ben non, mais si vous voulez, tout ça est une grande... Oui, c'est vous qui avez exporté le patriarcat, c'est faux. Alors, grosso modo... Le nombre de civilisations qui sont patriarcales, aujourd'hui encore. Absolument. Et puis, on joue toujours à ce jeu de marabout bout de ficelle. Alors, les Blancs sont dominants. Les dominants imposent leur domination sur tout ce qui bouge, puisque tout est évidemment à déconstruire, et derrière, tous les autres ne peuvent pas faire épanouir leur grand humanisme et leur grande culture parce qu'ils sont dominés par les Blancs. Donc s'ils sont dans la dictature, s'ils sont dans la violence, s'ils sont dans la lutte contre les communautés LGBTQI+, s'ils sont contre les femmes, c'est parce qu'ils sont victimes du patriarcat blanc qui est la clé de voûte de tout un système. Et voilà comment un certain nombre de stratèges malins ont utilisé la théorie des dominants pour en faire la théorie des dominos. Oui. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Jolie formule. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre Xavier Laurent Salvador, auteur de Petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke, édition du Cerf, et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Nous sommes avec Xavier Laurent Salvador, auteur de Petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke, édition du Cerf. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Merci beaucoup. Alors, justement, François-Xavier Salvador, vous avez commencé, je me demande s'il ne fallait pas le faire à la fin, mais je comprends. Est-ce que vous êtes là, vous commencez, vous titrez, premier chapitre, même en guise d'introduction, Adieu l'école de la République. Ouais. Alors quoi, ça y est, c'est le requiem, il faut l'enterrer, c'est pavane pour une école défunte, c'est quoi pour une école défunte. Oui, bah c'est ça. Enfin, pardon, mais si aujourd'hui on ne prend pas conscience de ce qui est en train de se passer, je pense que ce qu'on appelait nous l'école de la République, l'école laïque notamment, disparaîtra évidemment de force, puisque la laïcité est devenue le marqueur profond, notamment pour les institutions de la common law, du racisme systémique, dont parle Pape-Ndiaye. La laïcité, on va jusque la laïcité égale racisme systémique. Bien sûr, c'est bien ça qu'est allé expliquer le ministre aux États-Unis en réalité. Donc, quand on attaque en quelque sorte l'université dans ces disciplines, vous savez, je prends toujours cet exemple, pardon, j'irai très vite, mais pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la magie à l'université ? La magie, l'université connaît. La magie, c'est une techné. On l'enseigne au sens où on la décrit. On sait tout sur les magies la magie du Périgord noir au XIIIe siècle. Ah oui, les sorciers, la façon d'accoucher les vaches, les veaux, etc. Ouais. Moi-même, j'ai écrit des livres sur la magie. Mais la magie n'est pas une chaire, c'est pas une science au sens épistémologique de la chose. Et donc, on n'enseigne pas la magie dans les écoles parce qu'en réalité, l'université dit que la magie n'est pas une science. Si demain, les savoirs autochtones sont réhabilités, si demain on dit que la magie est une vraie science, demain, il y aura des chaires de magie à l'université. Et si demain, il y a des chaires de magie à l'université, après-demain, il y aura des professeurs recrutés
pour nos collèges qui enseigneront la magie dans nos écoles. Et c'est le cas aujourd'hui avec le wok. C'est le début. Lorsqu'on parle des savoirs autochtones, par exemple, c'est une mode, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, qu'on voit arriver dans les sciences dures, décolonisons la lumière, luttons contre la science blanche. La science blanche est à critiquer. Alors, sans doute qu'il y a des choses à voir dans ce qui a été fait. Je pense que pour traiter un cancer, aujourd'hui, on a fait pas mal. Oui, je ne savais pas que la science avait une couleur, mais enfin, c'est intéressant. Prenez conscience de votre privilège blanc, André, vrai, et donc sachez que vous êtes soigné par la science blanche. Je bats ma coulpe, Surtout pas. Surtout pas. Donc pour vous, mais franchement, aujourd'hui, Xavier Laurent Salvador, on n'est pas encore... Est-ce qu'on sonne l'apocalypse? Est-ce qu'on sonne le tocsin? Ou est-ce qu'on est encore... Je parle de la France, hein. On est encore... c'est encore... vous l'avez dit au début de l'émission, certains vous disent, ben encore, c'est totalement minoritaire, sauf que l'écriture inclusive... Parlons de l'écriture inclusive. Ça fait partie de l'arsenal? Absolument. Complètement. Absolument, Pourquoi? complètement. Parce que l'écriture inclusive repose sur l'idée que l'on peut en quelque sorte changer les gens malgré eux. Vous savez, cette idée de conscientisation ou d'invisibilisation, qui est une grande métaphore, mais les woke croient aux métaphores. Les femmes, si je vous dis que les hommes sont mortels, personne ne pense que les femmes ne le sont pas. Nous sommes d'accord. Bon, mais l'invisibilisation, en réalité, ça permet de passer à l'idée d'un militantisme de clavier qui consisterait à dire écoutez, voilà, si vous prenez conscience de votre orthographe, donc si vous rompez avec vos anciennes habitudes orthographiques, alors vous réfléchirez à 2 fois au public à qui vous parlez, vous faciliterez, on luttera contre le neutre, et derrière le neutre, on participera à la promotion des minorités. Alors vous pouvez rajouter tous les vagins et tous les clitoris et tous les pénis que vous voulez aux mots que vous écrivez sur vos feuilles, allez-y, mettez-en partout, vous ne changerez rien à la réalité du neutre en français. Si je vous dis, tiens, j'ai été faire du cheval, vous le comprendrez plus facilement que si je vous dis, j'ai été faire de la jument. Tout simplement parce que cheval est un mot neutre. Si je vous dis, il y a un chat sur la terrasse... mais je vous pourrais répondre en bon féministe ou néo-féministe. Et pourquoi c'est du sexisme? Pourquoi je dirais pas, je suis allé faire de la jument? Mais dites-le. C'est extrêmement intéressant. Georges Sand, dans La Mare au diable, utilise le mot jument. Et... un grand professeur de littérature avait coutume d'expliquer que, en fait, elle employait le mot jument parce que, contrairement au mot cheval, le mot jument ne peut jamais être caractérisé. Il n'y a pas de jument de trait, de jument de labour, de jument de voyage. C'est un privilège réservé au cheval. Pourquoi? Parce que derrière le cheval de trait ou le cheval de labour, il y a le neutre qui, indifféremment, rapatrie et la jument, et le mâle. Trait ou la jument de labour. Exactement. Donc vous avez le droit de dire allez faire de la jument. D'ailleurs, vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits. Vous avez le droit de dire il y a un chat sur la terrasse ou il y a une chatte sur la terrasse, t'as de bons yeux. Pas de souci. Vous avez tous les droits. Mais je réclame le droit à l'indifférence. Je réclame le droit notamment aussi à la promotion de la science. Ma science, c'est la linguistique. La linguistique vous dit que le rapport entre le mot et le réel est un fantasme contre lequel on lutte depuis Socrate, et je veux être entendu pour cette légitimité qui est la mienne et qui consiste à rappeler cette vérité. Et ça, c'est fondamental parce qu'on oublie que le réel frappe à la porte, je le dis toujours. Et le réel, pensez au réel. Non, mais vous avez vu, juste un mot, vous avez vu que quand le Congrès américain s'est ouvert, donc il y avait le représentant démocrate qui a fait un discours, il a fini par Amen, on finit par Amen. Et woman. Formidable. C'est génial. Ça, c'est... Ah, mais littérairement, c'est génial. Hein. Littérairement, moi, je trouve ça très intéressant. Alors là, pour le coup, j'ai travaillé sur les étymologies d'Isidore de Séville. Ah, mais allons-y. Si on peut faire abstraction de toute réalité historique, si on peut écrire tous les révisionnismes... En fait, l'idée du woke, c'est d'enterrer le réel, quelque part. Oui, c'est de croire à la magie de la langue, en fait. C'est de croire à une magie de la langue. C'est ce qu'ils appellent la performation. Ça s'explique aussi. C'est-à-dire que ce que je dis va advenir. Et donc en promouvant que je dis... En le disant, ça vient. Ça vient, voilà. Et c'est une magie. C'est repris d'Orwell. C'est orwellien, c'est cratilien, c'est une espèce de foi dans la magie de la langue qui est en fait une illusion, parce que la linguistique justement est plus complexe, si vous voulez, la dénotation du mot est plus complexe que simplement un travail sur l'orthographe, c'est ce que j'explique dans certaines de mes conférences. Et donc ces gens-là, en réalité, et c'est très facile, c'est très économe du coup. Vous voyez, si vous croyez au tabou, par exemple, si vous dites parce que je fais disparaître le mot racisme, le racisme disparaît. Oui. Ah, c'est sûr, c'est facile. C'est ce qu'on a fait, on a ôté le racisme de la Constitution. Et comme Kamchatsky, le racisme n'existe plus. D'ailleurs, de quoi on parle? Voilà, j'ai bien travaillé, le mot racisme a disparu. Est-ce qu'on a fait taire les racistes? Comme le chômage, on enlève le mot chômage, exactement, ça serait parfait. Oui, formidable. Majorité et minorité, c'est absolument passionnant. Lucien, je crois que ce serait pas mal de faire
vers l'irruption de nos auditeurs. Oui, chers auditeurs, c'est votre moment. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Et tout de suite, on accueille Loïc de Lourdes. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour. J'aimerais réagir, vous avez parlé de fracture générationnelle, et Oui. j'aimerais vous demander si vous pensez pas en fait qu'elle est voulue, diviser pour mieux régner toujours, monter les gens les uns contre les autres. Parce qu'on parle de racisme à tout va, extrême droite, extrême gauche, ils aiment bien dire ça, nos politicards, mais on soutient une armée nazie récemment. La France, et pas que, lors d'un rassemblement à l'ONU, a voté contre combattre l'apologie et la glorification du nazisme. Exact. Donc on nous parle de choses, extrême droite, extrême gauche, wokisme, dès qu'on n'est pas d'accord, on nous traite de plein de noms qu'ils ont inventés, mais au final, tout est voulu, quoi. Tout est toujours dans le but de diviser les gens, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis partisan de penser, si vous voulez, que le plus grand des complots et le plus efficace, c'est celui de la somme des lâchetés, des petites compromissions de tout le monde, qui, chacun dans son coin, se convainc finalement que, en ne réagissant pas, il a un peu à y gagner, voire qu'il peut y gagner beaucoup, quitte à mentir, parce que beaucoup des gens dont nous parlons, quand on les a en tête à tête, vous disent non, mais tout ça, tu sais, je suis bien d'accord avec toi, mais surtout ne le dis pas. Oui. Et surtout, je peux pas le dire, mais ouais, j'ai dit le contraire d'ailleurs, en public. Quoi. Et bien sûr, alors quand vous dites que c'est voulu, si vous voulez, derrière ce système-là, ce qu'on appelle les théories critiques de la race, qu'on appelle aussi les théories du genre, il y a un corpus théorique qui existe depuis maintenant plus de 35 ans. Tout ça a été écrit, c'est enseigné aux États-Unis, il y a un corpus théorique qui fait objet de recherche, tout ça est diffusé dans les milieux de la recherche, donc qu'il y ait la volonté... Mais c'est vrai que ça fait l'effet, là où Loïc a raison, c'est que ça fait un effet de division. Ça fait un effet de division dans la réalité. Mais parce que c'est l'irruption d'une théorie scientifique dans le domaine de l'idéologie et de la politique. C'est ça. Et c'est là où je pense que les gens se prennent de plein fouet le corpus idéologique. Je dirais, sans vouloir corriger, le nazisme, la théorie scientifique du nazisme, est considérée comme une science, la théorie des races. Bien sûr, le lysenkisme. En Union soviétique. Voilà. Mais bien sûr, et une des raisons qui font que nous réagissons, et moi je me suis lancé dans l'aventure de ce petit ouvrage qui j'espère rencontrera et répondra en partie aux questions d'André. Voilà. Mais c'est de pouvoir justement dire que ok, il y a un mouvement politique qui est en train de naître. Vous disiez c'est voulu. Bah oui, ces gens-là veulent quelque chose, clairement. Voilà, Sandrine Rousseau. Enfin, ces gens-là veulent quelque chose, le pouvoir, une autorité, une légitimité, mais qu'on ne l'appuie pas par pitié sur la science. C'est-à-dire que la politique ne devienne pas une espèce de démonstration scientifique sur laquelle il faudrait qu'on s'appuie. Et là-dessus, je pense qu'André sent peut-être quelque chose. C'est qu'effectivement, à partir du moment où la politique dit « mais mon idée politique est plus valable que celle des autres parce qu'elle est prouvée par la science », quelque chose qui contredit tout ce qu'a expliqué Condorcet depuis le début, toute la démocratie, toute la République française est basée sur l'idée que le vote est un vote d'opinion, où chacun, le vote du boulanger comme celui du prof de fac, se valent, etc. À partir du moment où des gens viennent vous dire, mais en fait, mon idéologie politique est plus valable parce qu'elle repose sur la science. Parce qu'elle est scientifique. Parce qu'elle est scientifique. À ce moment-là, il faut rétropédaler à toute vitesse. Hein. Pardon, mais c'est très dangereux. Et je crois que c'est là où ça se joue, André, pour vous répondre. Ouais. Lucien. Et on accueille désormais Daniel d'Argelès-sur-Mer. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour André, bonjour à Monsieur Salomon. Alors j'adhère à 100% à ce qu'il a dit sur le wokisme, la théorie du genre. Moi personnellement, je considère que la théorie du genre, c'est un petit peu comme, je compare à la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'elle va durer jusqu'à ce que les Français de souche, vont se rendre compte que c'est une supercherie sans nom. C'est mon opinion personnelle. Oui, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant. C'est non, il soulève la bitcoinisation du woke. Quoi. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, l'idée que ce que j'aime dans crypto-monnaie, c'est crypto parce que ça veut dire que ça avance un peu caché. Et de ce point de vue-là, effectivement, moi je vous invite à regarder tout ce qu'on publie sur le site de l'Observatoire, par exemple, sur la façon dont des sites de ressources pédagogiques comme Canopé à destination des enseignants ou comment des associations aujourd'hui militantes, financées en réalité par l'Éducation nationale, interviennent dans les écoles, sans forcément, si vous voulez, qu'on puisse incriminer l'institution elle-même. C'est pas ça. C'est simplement qu'on donne un cahier des charges parfois aux instituteurs ou aux directeurs en leur disant « Ah ben, il faut occuper ce créneau, on délègue ça à des associations et qui avancent peut-être avec une franchise diminuée. » Je parlerai comme ça, de franchise diminuée. Qui décide? C'est quand même le rectorat, enfin le rectorat ou l'Éducation nationale qui décide. D'après ce que je comprends, si vous voulez, c'est que ce sont des pilotages à la louche par créneau, en disant voilà, il faut des orientations à l'éducation civique. Qui veut s'y coller?
Et effectivement, quand je vous parlais tout à l'heure de petites compromissions, de petites lâchetés, eh bien, celui qui répond le plus vite, c'est peut-être l'association qui a envie de faire passer un message plus militant que les autres, qui ont peut-être Et puis on me donne 1 000 € pour mes recherches, je préfère l'avoir 300 000. Voilà, exactement. Aussi. Et donc, effectivement, tant que aujourd'hui, on peut difficilement, comme on le disait encore il y a quelques années, dire que tout ça est un phénomène anecdotique, sans impact. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est, à force d'être confronté, alors évidemment, ça nous revient par plein de canaux, par l'actualité, par les médias, par la chanson, par l'école, par l'université, et par la politique, par les partis eux-mêmes, par tel discours qu'on entend dans une émission ou dans une conférence, par les cours d'éducation civique à l'école où vous voyez votre enfant revenir avec son cours sur la grossophobie, l'islamophobie, tout ça mis sur le même rang, et vous bon, on n'a même pas le temps de dire, attendez, grossophobie, islamophobe, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Enfin, voilà, on peut en discuter 5 minutes. Et donc, tout ça, mis bout à bout, finit effectivement par donner l'impression que ça avance de façon fragmentaire, morcelée, et que ça changera le jour où peut-être les gens, s'ils le souhaitent, prendront conscience de ça. Moi, je milite pas, je suis pas politique, je milite pas pour le changement, je milite pour l'information. Bien sûr. Et vous militez pour une certaine notion de la science qui doit rester. Oui. Max Weber, à l'objectif, on peut le dater, on peut en faire ce que vous voulez, mais voilà, moi je considère, si vous voulez, que tout savoir doit être situé, sans doute, mais je crois que la parole est le lieu de l'avènement et de la révélation de la vérité dans le dialogue, parce que je pense qu'il y a une vérité scientifique. Quand même. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Vous pouvez en profiter pour appeler le standard au 0826 300 300 et participer à la discussion entre Xavier Laurent Salvador et André Berkoff. Xavier Laurent Salvador, auteur de Petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke, édition du CERF. A tout de suite sur Sud. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Chers auditeurs, c'est votre moment. On vous accueille sur Sud Radio et on accueille tout de suite Marc de Bordeaux. Bonjour Marc. Oui, bonjour. 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 Alors, en fait, je vais essayer d'être concis parce que c'est ma grande difficulté. À savoir, ma grand-mère était post-guerre, petite et directrice d'école primaire. Oui. Et dans un quartier avec nouveaux arrivants à la fois d'origine nord-africaine, des gitans qui s'étaient sédentarisés, etc. Bon, c'était difficile d'encadrer ces jeunes-là parce que... Dans quelle région, excusez-moi Marc, dans quelle région ? À Bordeaux. Bordeaux, ouais, d'accord. Bordeaux. Ok. Et elle m'expliquait que, en fait, elle avait introduit à l'époque, réintroduit des cours d'histoire de la religion pour chacun, parce qu'en fait, elle s'était rendu compte que les parents avaient honte et voulaient adhérer au système laïque français et n'apprenaient pas à leurs enfants leurs origines des rites, pourquoi ça se passait, etc. Et elle me disait, comme les enfants entre eux se traitaient de sale, machin, ça, tata, elle a fait en sorte que, elle a fait comprendre à chacun, et elle leur a fait redécouvrir finalement leur histoire originelle en y mêlant de la religion, et elle s'est rendue compte qu'après, tous les enfants se sont respectés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient tous des a priori, ils ne connaissaient pas leur origine et ça les a vraiment, les a priori, la discussion, le dialogue, mais surtout un apprentissage. Et je posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, même si on est dans une école laïque, est-ce que je n'ai pas d'enfants, j'ai très peu d'amis qui ont des enfants qui sont en primaire, collège, très très peu, j'ai pas eu le temps d'en parler avec eux. Est-ce que, et même sur un plan général, est-ce qu'on continue d'apprendre aux gens, d'une manière générale, au niveau culture, avant d'avoir une opinion qui reste une opinion subjective, est-ce qu'on leur apprend à faire des recherches sur leur identité originelle, voilà, parce que j'ai l'impression que c'est un gros manque à la fois de dialogue, de communication, de préjugés, mais que derrière, est-ce qu'on nous donne des outils pour aller chercher des informations, essayer de comprendre l'autre? Alors François, Xavier Laurent Salvador, pardon. Oui, alors déjà, là je parle d'expérience, oui, on continue évidemment à enseigner
la religion, enfin en tant qu'histoire évidemment. On raconte l'histoire des religions. Alors quand je vous écoute, je me dis, bah voilà, on a peut-être la solution du problème israélo-palestinien. Il suffit que les gens apprennent leur religion. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, que la religion en tant que telle soit un facteur d'apaisement et dans la culture scolaire, par exemple. Il faut quand même faire attention à ce qu'on raconte. Vous avez raison sur le fait qu'il y a beaucoup d'ignorance. Moi, je vois mes étudiants, que j'enseigne le Moyen-Âge, quand je demande à mes étudiants dans une université de banlieue, alors l'hégire, quelle date ? Voilà. Ils connaissent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. 622, tout ça se passe complètement à côté. Les raisons de l'expansion islamique, la conquête de l'Espagne, la conquête du bassin méditerranéen. Mahomet, très peu. Mais en la réalité, Mecque, Médine, tout ça. En réalité, très peu. Ils savaient la Qibla, ils savaient la Mecque. Quant à savoir pourquoi, les différences entre le sunnisme, entre le sunnisme et le. Mais ça, c'est parce que on l'enseigne pas ça à l'école mais c'est pas le lieu. Et voilà. Et bien évidemment, puisque si la famille ne le fait pas, c'est peut-être pas à l'école justement de venir réassigner l'enfant. Si l'enfant est dans l'ignorance, par exemple, de son appartenance au christianisme, ou dans l'ignorance de son appartenance à la judaïté ou à l'islam, c'est peut-être pas à l'école de le réassigner à une citoyenneté ou à une culture qui n'est pas la sienne. Et on le fait comment ? On le fait au faciès, on le fait au nom de famille. Donc si vous me dites que ces gens-là venaient d'un pays, d'abord, on peut être kabyle, on peut être contre l'islam et venir du Maghreb, on peut être laïque et athée. C'est justement la force de la France de dire à une petite fille, c'est pas parce que tu es de la 8e génération algérienne française que tu dois t'inscrire dans la religion musulmane. C'est toute la force de l'école, justement, de leur apprendre cette neutralité-là. Donc oui, pour enseigner l'histoire, évidemment. C'est ça sans doute le plus important. Mais il faut quand même faire très attention parce qu'il n'y aurait rien de pire moi je le vois très bien, pardon, mais je vais prendre un exemple de métro. Aujourd'hui, vous savez très bien que moi j'habite en banlieue. Au moment du Ramadan, je vois beaucoup de jeunes qui, allez comprendre pourquoi dans le métro, commencent à afficher des crucifix très gros. Vous savez, très gros, par-dessus les capuches, par-dessus les pulls. Oui. Pour montrer leur identité. Pour montrer qu'ils ne sont pas musulmans, même s'ils sont noirs de peau ou métis. Parce qu'ils sont beaucoup. Oui, je vois ça beaucoup. Et ce sont des évangélistes souvent, parce qu'ils ne veulent pas avoir à se justifier de ne pas faire Ramadan quand ils boivent un verre d'eau. Vous voyez ? Et donc, il ne faudrait quand même pas que l'école redevienne le lieu où on réassignerait les gens à une culture qui parfois n'est pas la leur. On n'est pas pour l'école du communautarisme. On n'est pas pour l'école du communautarisme. Donc, il faut faire très attention, oui, pour l'histoire. Et bravo pour votre grand-mère dans une école qui n'était peut-être pas celle d'aujourd'hui, d'avoir fait ce travail-là. Mais aujourd'hui, Marc, je pense qu'il faut faire très attention. Très attention. Oui. Et j'ai une autre question. Oui. Au final, tout ce qui est forme de racisme ou autre par rapport à ça, moi, quand je vois de mon métier soignant que on peut avoir des a priori sur des comportements de gens, on nous apprend à l'école d'aide-soignant, à l'école d'infirmier, à passer au-delà parce que ça peut être les symptômes d'une maladie. Est-ce que on nous apprend, d'une manière générale, à réfléchir, à digérer les informations, quelles qu'elles soient, pour aller, et surtout, où aller vérifier les sources sûres des informations. C'est ça, c'est la question. C'est une vraie question. Et c'est la grande question. On la pose toujours. On fait tous notre travail comme on peut, mais la masse d'informations qui arrivent sur les téléphones des enfants, sur les smartphones, sur les iPads, sur les télés, hélas, je pense que ça demande une ascèse. C'est pour ça que je dis toujours lisez. C'est très important. Mais oui. Oui, Lucien. Et on reste dans la Gironde puisqu'on accueille Yves d'Arcachon. Oui, bonjour Yves. Oui, bonjour. Juste un clin d'œil par rapport au débat. Oui. Nous avons eu 5 enfants, dont 4 filles. Oui. Et quand les filles étaient ados, au lieu de dire c'est con, elles disaient c'est pin. C'est pin. C'est pin. C'est poétique. C'est peanuts. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Alors après tout, c'est un choix pas. Oui. Mais ça, c'est un marqueur. Alors, c'est pas un marqueur de conflit générationnel. Les sabirs, les dialectes, les sociolectes, enfin liés, par exemple, c'est une façon d'affirmer une identité. Oui, mais juste un mot, Yves. Pour y répondre à vos filles, et est-ce que vous êtes posé la question pourquoi on dit le con et la bite? Non, j'avoue que j'ai manqué d'à propos à cette occasion. Ça aurait été intéressant parce que. Cette appellation maintenant, notre bébé a 40 ans. Mais Claude Thomasset et Daniel Jacquard, qui sont spécialistes d'histoire des sciences, dans le dictionnaire qu'ils ont rédigé sur les mots de l'histoire des sciences, montrent que con est présent depuis le XIIe siècle pour désigner le sexe féminin. Je profite pour le passer. Depuis le XIIe siècle, c'est intéressant. Et au masculin.
Et au masculin, Et au oui, c'est masculin. ça. C'est ça qui est fascinant, parce que sexe féminin... Mais non, c'est neutre. Justement, c'est un C'est marqueur. neutre, C'est justement le masculin est le marqueur du neutre, parce que justement, ça marque une espèce de distance. Et je pense que c'est un verbe, on dit hypochoristique, c'est-à-dire affectueuse, quand c'est dit au féminin, quand l'homme parle de lui. Quand l'homme parle de ses propres Oui, organes. mais alors ce qui est formidable, allez, on revient et on va finir là-dessus, Xavier Salvador, vous savez qu'en Amérique on dit histoire, eh bien dis non, il faut dire hair story. Hein, c'est très bien. Non mais voilà, oui, mais ça quand même, est-ce que ça conduit pas justement à cette idéologisation absolue du langage, quoi? Mais absolument, mais cette idéologisation orthographique, elle est présente dans l'orthographe depuis que l'orthographe est orthographe. Le vrai problème, c'est que l'invention stylistique qui consiste à dire history, her story, c'est du marketing, c'est drôle, c'est bien trouvé. Moi, j'encourage les gens à le faire. On a eu Queneau, on a eu Perec, on s'amuse. Tant qu'on s'amuse. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'on s'amuse et que c'est un clin d'œil. Profitons-en, jouons, on est tous malins pour le faire. Le problème, c'est quand derrière vient se cacher une morale. On vient d'une société victorienne, en fait. C'est-à-dire que, à force de vouloir dire, il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, les bons et les méchants parlent la bonne langue et les méchants parlent la mauvaise. Et je dirais simplement, lisez le bouquin de Xavier Laurent Salvador et n'oubliez pas, il ne faut pas prendre les vessies du woke pour les lanternes du langage. Merci, exactement. C'est la fin de ce face-à-face où André Berkoff a reçu Xavier Laurent Salvador, auteur de Petit Manuel à l'usage des parents d'un enfant woke, édition du Cerf. Et tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye.